Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de la bande Astrange, le deuxième en l'occurrence, avec un numéro tout particulier cette semaine, le numéro 104, et on va revenir dans quelques instants. Avant de commencer à explorer ce numéro du journal de Spider-Man, je voulais juste vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode de la bande Astrange, puisque je regardais les stats en fin de semaine et je suis à nouveau dessus aujourd'hui, et je constate que vous êtes plus de 650 à avoir écouté ce podcast, le premier numéro de ce podcast. Alors merci à tous ceux qui, qui m'ont écouté. Je m'attendais pas à avoir autant de personnes qui consultent ce podcast. Donc merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. C'était un projet que je mûrissais depuis quelques temps et puis j'osais pas trop me lancer et voir qu'il y a une telle réception, écoutez, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Je remercie aussi ceux qui ont commenté, que ce soit Marc Maquette, Dafunk Phenomena, Siem 8160 ou bien Oscar Gato 6381 ou Daddy Comics 3485. Merci beaucoup parce que ça fait extrêmement plaisir d'avoir des gens qui interagissent aussi. Donc merci à toutes et à tous pour l'accueil de ce premier numéro et j'espère que ce deuxième vous plaira tout autant. Alors comme on dit, comme on dit sur YouTube, oui, mettez des pouces bleus. Enfin voilà, n'hésitez pas à parler de ce podcast. Je gagne rien à le faire, c'est juste par passion. Il n'y a pas de, comment dire, je suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit. On est juste entre nous, tranquille pépère, pour nous remémorer nos bons vieux Strange, ces revues des années 60, 70, 80, 90 qui ont permis à toute une génération de découvrir les comics Marvel. Et aujourd'hui, on a du lourd. Aujourd'hui, on a du très très lourd. Donc, comme je le disais au début de cette émission, puisque nous allons parler du Strange numéro 104, et c'est un numéro bien bien particulier, puisqu'il contient une aventure de l'araignée qui va, vous savez, il y a une espèce de formule comme ça qui est employée parfois dans les comics. Plus rien ne sera jamais comme avant. D'habitude, c'est faux. Il s'agit juste d'un effet d'annonce pour essayer d'attirer des lecteurs. Mais là, pour le coup, effectivement, plus rien n'aura été pareil par la suite après ce fameux numéro. Mais on va y venir, on va le feuilleter tranquillement. Ceux qui connaissent ce Strange 104 savent de quoi je veux parler. Les autres, comment dire, vous le découvrirez lorsque j'arriverai à cet épisode. Comme dans le premier numéro de la bande à Strange, on va feuilleter ce Strange 104. Alors, ce Strange 104 est daté du 5 août 1978. Autant vous dire que je n'étais pas en âge de le lire parce que je suis né en février 77, donc j'avais un an et quelques mois. Nous avons une sublime couverture de Jean Frisano avec Iron Man qui affronte son adversaire du jour, le Chevalier Noir. Et c'est vrai que c'est une très très chouette couverture. Enfin moi je la trouve vraiment dynamique, la posture du Chevalier Noir, la posture de Iron Man, bref, tout y est, elle est absolument superbe. La deuxième de couve avec toujours ce sommaire un peu sommaire justement, avec juste le nom des trois personnages qui vont être impliqués dans ce numéro, Daredevil, Iron Man et l'araignée. Un sommaire court parce qu'en fait il y a un épisode de Daredevil, un autre de Iron Man et deux épisodes de la série Amazing Spider-Man. À cette époque en fait Strange était en train de récupérer le retard qu'il avait sur la publication américaine, parce que figurez-vous que nous sommes sur un numéro qui sort en août 78, mais les épisodes qu'il contient de Amazing Spider-Man datent de 73, donc 5 ans auparavant, donc un retard de 5 ans c'est beaucoup, donc Lug publiait 2 épisodes de l'araignée sur cette époque pour essayer de combler le retard. Juste une petite... cette deuxième de couve, l'illustration représente Spider-Man, Daredevil, Iron Man et Captain Marvel. Le Captain Marvel original, sur un dessin, j'imagine, de Jean-Yves Mitton, mais je n'en suis pas certain. D'ailleurs, si vous avez une info, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Encore une fois, c'était une réussite, cette deuxième de couve, et cette illustration de deuxième de couve était vraiment très très jolie. Premier épisode, c'est l'intrépide Daredevil, c'est le numéro 108 en VO, avec un épisode qui s'appelle Le Retour du Scarabée, dessiné par Bob Brown, scénarisé par Steve Gerber. Alors c'est un numéro un petit peu particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il part un peu en vrille en fait. Moi quand je l'ai relu, je me dis ah ouais d'accord, bon ça part un peu en sucette. On n'est pas loin de Noël, vous avez Daredevil et la veuve noire Natasha Romanoff qui tout simplement virevolte dans le ciel de pardon, excusez-moi,
de New York. Et en fait, il y a un souci entre Daredevil et Natasha Romanoff. En effet, leur relation bat un peu de l'aile. On a un peu oublié qu'il y a eu une grosse relation entre la Veuve Noire et Daredevil. Et là, ben, on se rend compte qu'il y a un souci, il y a un problème. Leur relation va probablement pas tarder à s'arrêter. Et d'ailleurs, la situation est tellement tendue, par exemple, que vous avez carrément Natasha Romanoff qui est ils interviennent en fait il y a une petite dame qui se fait agresser par une bande de loupards et Natasha Romanoff arrive, elle commence à foutre des beignes comment dire, aux criminels et vous avez carrément Daredevil qui s'alerte en mode mais veuve que fais-tu, arrête, tu vas le tuer en page 4 de l'épisode et donc il est obligé de ceinturer la veuve noire et pour lui faire arrêter, il lui même carrément une claque pour lui faire comprendre que là il est temps d'arrêter de frapper tout le monde. Bref, c'est quand même bien tendu et c'est tendu au point que ben, tout simplement ils vont rompre. Euh, alors, Natacha lui reproche aussi d'être peut-être d'avoir des sentiments pour un autre personnage, Dragon Lune. Alors ça, c'est une romance que moi perso j'avais un peu oublié aussi. C'est qu'il y a eu une espèce d'aventurette entre Dragon Lune et Daredevil. Et justement, qui se pointe dans l'épisode? Dragon Lune. Et au moment où ils discutent ensemble, nous apprenons quoi? Que Foggy Nelson s'est fait tirer dessus par un tireur inconnu et comment dire, bah, évidemment, Matt Murdock va se précipiter pour essayer d'aller au chevet de son ami. Alors, à cette époque, je crois qu'ils ne sont pas à New York. Je me suis peut-être trompé, en fait, quand je dis qu'ils étaient à New York. C'est pas tout à fait le cas, je pense. Ils sont à San Francisco, pardon. Ouais, ils sont pas du tout à New York, excusez-moi. Et donc, bah, il va falloir qu'ils rejoignent très vite New York pour aller au chevet de Foggy. Et bah, là, Dragon Lune, tout simplement, lui propose de monter à bord de son astronef, de son vaisseau spatial. Et évidemment, quand Daredevil part avec Dragon Lune pour rejoindre Foggy, bon, la Veuve Noire a compris que c'était terminé. Et donc, quelque part, leur relation, c'est fini. Daredevil pourra faire une croix dessus. Et la page suivante, c'est là, cette fois-ci, c'est Dragon Lune qui explique à Daredevil que leur relation, ça va pas être possible non plus. Et parce ils sont vraiment trop différents. D'ailleurs, elle le lui dit, hein, nous appartenons à des galaxies différentes. Et donc, bah, là aussi, c'est la fin de leur relation. D'ailleurs, il y a une petite larme de Dragon Lune. Mais il n'empêche qu'elle accepte de faire du stop et d'amener Daredevil jusqu'à l'hôpital où se trouve comment dire, Foggy Nelson. Alors, Foggy Nelson rencontre les parents et la sœur de... pardon, Matt Murdock rencontre les parents de la sœur de Foggy. On devine qu'il va peut-être y avoir une petite histoire entre Matt et la sœur, peut-être. Nous verrons bien dans un avenir proche. Et puis, ben, les choses, comment dire, se compliquent parce que, évidemment, Foggy n'est pas en très bon état. Et il part à la recherche du spectre noir, qui semble être le responsable de l'état de Foggy. Et au moment où Daredevil est en train d'essayer de retrouver ce spectre noir, il se fait attaquer par le Scarabée. Alors vous savez, c'est ce super vilain un petit peu particulier avec un costume vert et violet. Et il a une particularité, c'est qu'il a une espèce de casque en forme de seau avec deux petites antennes. Et surtout au niveau de ses mains, il a on va dire trois tentacules. C'est un peu, enfin, le personnage est un petit peu ridicule. Mais voilà, le combat s'engage. Le bon combat très rapide. Et puis au moment où Daredevil s'en sort, eh bien en fait les hommes du spectre noir arrivent et comment dire mettent à mal Daredevil à ce moment-là de l'épisode. Et l'épisode se termine par un Daredevil un petit peu. Il est paralysé parce que les hommes du spectre noir ont utilisé un gaz lacrymogène. Et que va bien pouvoir faire Daredevil, on le saura dans le prochain numéro. C'est un épisode vraiment un peu bizarre. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était étrange ce découpage en deux parties. C'est-à-dire qu'on a vraiment, ça donne l'impression que Steve Gerber règle d'abord tous les problèmes de cœur de Daredevil en mode bon bah en rond avec tout le monde. Et puis la deuxième partie de l'épisode est plus consacrée cette fois-ci bah, en fait à l'action, mais avec un super vilain un petit peu moyen. Donc bon, voilà. Deuxième épisode,
C'est cette fois-ci l'invincible Iron Man, avec en VO, c'est l'épisode numéro 102, qui s'appelle en français Le Chevalier Noir et la fille du créateur. Un épisode qui est signé Bill Mantlo et George Tuskar. On rentre directement dans l'action parce qu'on sent bien qu'il s'est passé quelque chose auparavant. C'est un épisode où le fameux Chevalier Noir va avoir, va être sur le devant de la scène et va avoir les honneurs, enfin, va être sous le feu des projecteurs. Dans cet épisode, en fait, on démarre dans le château de Frankenstein. Alors, comme il est dit dans l'introduction, aujourd'hui abattu au-dessus de la frontière gréco-yougoslave, il a été recueilli par des nains mutants appelés les enfants, qui le mènent au château de Frankenstein où l'accueil est mais jugé par vous-même. Et là, le chevalier noir arrive et avec sa lance qui lance des rayons, le chevalier noir touche la créature de Frankenstein. Et évidemment, on sent bien qu'il va y avoir baston entre Iron Man et ce fameux Chevalier Noir. Iron Man n'est clairement pas au mieux de sa forme. Il se fait, il se fait avoir par le Chevalier Noir qui capture donc le monstre de Frankenstein et Iron Man. Nous faisons à ce moment-là dans l'histoire une petite pause et nous nous retrouvons à Long Island avec une mini-intrigue qui aura par la suite son importance. Il y a Madame Masque. On ignore encore que Madame Masque est là, mais elle est impliquée dans une course-poursuite. Et un personnage va faire son apparition à la fin de cette scène. Nous avons un étrange homme et voilà, et c'est comme il est marqué, et tandis qu'un des nombreux conducteurs ébahis fait demi-tour, et ce monsieur dit, des bagnoles venaient des usines Stark, et s'il y a du grabuge là-bas, Stan Kerr ferait bien d'y aller, y jeter un coup d'œil. Ce Stan Kerr, en fait, n'est autre que le valet de cœur, qui est un personnage, j'allais dire le valet d'argent, le valet de cœur, qui est un personnage très, très, très particulier de chez Marvel. J'ai toujours trouvé qu'il était haut en couleur et qu'il n'était pas forcément beaucoup utilisé, c'est dommage. Et donc là, il fait une apparition sous la forme de sous son identité secrète dans cet épisode, et on le retrouvera évidemment par la suite. Mais nous reprenons à la 6e planche avec Iron Man enchaîné dans les geôles du château Frankenstein, avec la petite fille, l'arrière-petite fille, pardon, de Victor von Frankenstein et le monstre de Frankenstein. Ils ont l'occasion de discuter ensemble, et c'est là que cette arrière-petite fille de Victor von Frankenstein raconte à Iron Man les origines du fameux Chevalier Noir. Et du coup, ça nous apprend à nous aussi, lecteurs, un petit peu qui est ce personnage. Alors, ce personnage s'appelle Bram Welsing. Alors, on est vraiment dans l'allusion au film de la Hammer, hein, parce que Bram Welsing, ça ressemble quand même furieusement à Van Helsing, Bram Stoker, Van Helsing, vous voyez, on a mélangé les sonorités. Bram Welsing, donc, qui était un scientifique au service de Doom, mais un scientifique très, 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 avec beaucoup d'ambition, et au point que, en fait, il souhaite échapper à Fatalis. Je dis Doom, mais en fait c'est Fatalis. Il souhaite échapper à Fatalis avec sa bien-aimée, mais il va se faire prendre la main dans le pot de confiture par Fatalis, et là Fatalis va se venger de lui. Probablement que Fatalis sent aussi qu'il a affaire à un concurrent particulièrement intelligent. Et Fatalis lui réserve le même sort qu'à lui-même, c'est-à-dire qu'en fait il va apposer sur le visage de Bram Welsing ce casque qui représente une espèce de crâne avec des ailettes au niveau des oreilles et au niveau des tempes, et ce casque restera définitivement greffé à la peau, comme lui dit Fatalis. D'ailleurs, c'est absolument épouvantable. Il lui dit 7 fois, nous sommes vraiment à égalité, tous deux condamnés à rester masqués jusqu'à la fin des temps. Et voilà donc un petit peu les origines de cet homme masqué qui finit en fait par être retrouvé par les nains du château Frankenstein. Il est recueilli par le monstre de Frankenstein et l'arrière-petite-fille de Frankenstein. Et en fait, il va abuser de ces personnes, tout simplement, il va abuser de leur confiance. Il va récupérer Diavolo, qui est son cheval, son destrier noir avec des ailes de chauve-souris. Tout le monde n'arrête pas de dire que ce cheval est fantastique, parce qu'effectivement, il est beau et son look est vraiment très réussi. Et il va décider de s'imposer un petit peu comme le chef du château et soumettre donc le monstre de Frankenstein et l'arrière-petite-fille de Frankenstein. Bon, une fois que tout le monde a parlé, tout le monde a expliqué, tout le monde a donné ses raisons d'agir, il est peut-être temps de bastonner. Ça tombe bien, Iron Man réussit en fait à recharger son armure, et là, la baston s'engage entre le Chevalier Noir et Iron Man sous les yeux du monstre de Frankenstein et de l'arrière-petite-fille de Frankenstein.
Et c'est la baston, c'est la bagarre, évidemment. Sauf que on aurait pu croire que Iron Man va en venir à bout facilement, mais pas du tout, parce que le Chevalier Noir a quand même pas mal de petites astuces et pas mal de petits gadgets, notamment dans sa lance. Et en fait, à un moment donné, le Chevalier Noir va chuter de Diavolo, il va tomber au-dessus des douves, et il est retenu uniquement par sa lance. Et là, en fait, c'est le monstre de Frankenstein qui va le projeter au fin fond de la douve, de l'eau. Et donc, comment dire, le Chevalier Noir finira par être vaincu, tout simplement par le monstre de Frankenstein. Euh, bon, c'est un épisode moi que je trouve assez amusant. D'abord parce que il se passe beaucoup d'action, c'est un épisode assez vif. Et puis j'ai bien aimé le fait qu'on revienne sur les origines de ce Chevalier Noir. Et puis bon, faut quand même bien le dire, le Chevalier Noir a quand même un sacré design. Enfin, il est vachement chouette, quoi, ce super vilain. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage en fait qu'aujourd'hui on ne l'utilise plus vraiment. Il est un peu oublié. Je n'ai pas souvenir de quand remonte la dernière fois qu'il est apparu dans les aventures Marvel. Mais en tout cas, bah, c'est un personnage que j'aurais bien aimé pouvoir retrouver. Voilà, donc comment dire euh, sur cet épisode. Pardon, excusez-moi, je reprends un peu mon souffle. Nous arrivons aux 2 épisodes de l'Homme Araignée de Spider-Man qui correspondent aux épisodes VO 121 et 122. Qui là pour le coup bah, sont un peu la cerise sur le gâteau de ce Strange. 2 épisodes très 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 particuliers. En effet, c'est vraiment un tournant dans la série Amazing Spider-Man, mais ça va être aussi un tournant carrément chez Marvel, mais même dans l'histoire des comics dans son ensemble. Bon, les vieux routards, vous savez très bien, c'est l'épisode en fait qui s'appelle La nuit où Gwen Stacy est morte, qui est le premier épisode, et le deuxième épisode c'est le dernier sursaut du bouffon. Donc c'est ce diptyque en fait où Gwen Stacy décède et où Norman Osborn, pardon, voilà, je confonds. Norman Osborn, le bouffon vert, décède. C'est un, un- c'est vraiment un point de bascule dans l'histoire des comics parce que le décès de Gwen Stacy va tellement choquer les lecteurs américains et les lecteurs français aussi, mais on va y revenir, que ça marque en fait pour certains historiens des comics, ça marque la fin de l'âge d'argent et comment dire le démarrage d'une nouvelle période qui est une période plus sombre. Euh, En fait, je pense que beaucoup de lecteurs américains ou français d'ailleurs pensaient que Gwen Stacy était un personnage intouchable, c'est-à-dire qu'en fait, il risquait pas de lui arriver grand chose. Et donc, le fait qu'elle décède à la fin de cet épisode, c'est un choc pour tout le monde. Les éditeurs, enfin, ont expliqué par la suite qu'ils étaient coincés. C'est-à-dire qu'il il y avait une relation avec Peter Parker. Gwen Stacy et Peter Parker sont ensemble. Ils étaient ensemble depuis longtemps. Et en fait, le problème, c'est que, comme expliquaient les éditeurs, euh, cette relation, ben, ça ronronnait, quoi. C'est-à-dire que l'étape suivante s'arrêtait un mariage. Mais s'il passait au mariage, eh ben, le souci, c'est que quelque part, on se retrouvait avec un Peter Parker marié, euh, et les problèmes, les ennuis d'un Peter Parker marié, c'est plus tout à fait les problèmes que peuvent avoir les adolescents ou les pré-ados qui lisaient Spider-Man à l'époque. Et donc ça risquait d'éloigner un peu plus le Spider-Man de son lectorat. Donc il fallait revenir à une espèce de statu quo qui est que Peter Parker, c'est un peu le type seul, qui a pas de copine, etc., etc. Et donc, il fallait expliquer bah, comment on allait pouvoir revenir à cette situation. Et là, c'est Jerry Conway, le scénariste, Roy Thomas et Jerry Conway, pardon, qui vont en quelque sorte amener cette solution. Euh, Bon, après, on peut effectivement, j'imagine que ça a énormément choqué les lecteurs. Mais je comprends tout à fait la logique dans le développement de Spider-Man. Et d'ailleurs, cette logique, on va la retrouver bien des décennies plus tard. Souvenez-vous, pour ceux qui les ont lus, les One More Day, c'est-à-dire un jour de plus. En fait, ils ont refait avec Gwen Stacy ce qu'ils avaient fait avec comment dire, Mary Jane, ce qu'ils ont fait avec Gwen Stacy. C'est-à-dire que Peter Parker sort avec elle, leur relation devient très sérieuse, ils se mettent ensemble, ils se marient, et il y a un moment donné, bah, il faut bien essayer de défaire cette situation parce que ben, ça l'écarte vraiment de son lectorat. Et donc il a fallu faire appel à Mephisto dans le cas de One More Day. Bon. Euh, En France, comment ça s'est passé? Alors, ce que je trouve intéressant, d'abord, c'est que si vous regardez le Strange numéro 105, vous verrez que la couverture du Strange numéro 105 correspond en fait au contenu de ce numéro 104.
Alors peut-être qu'ils se sont trompés de numéro, mais ça m'étonnerait puisque en fait la couverture du Strange 104 correspond bien au contenu. Euh, mais c'est un peu curieux puisque dans le Strange finalement, dans le Strange 105, l'illustration de ce Strange correspond pas aux épisodes qui seront à l'intérieur. Le, le, la réaction du public se fait directement dans ce Strange 104, dans le courrier des lecteurs, tout simplement parce que euh, Lug avait annoncé la nouvelle, avait spoilé la mort de Gwen Stacy dès le numéro 100 de Strange. Si vous consultez le numéro 100 de Strange, vous avez en fait un texte qui explique que Gwen Stacy va mourir. Donc ça veut dire que Lug a spoilé ses lecteurs, franchement, clairement. Alors là, on aurait ça aujourd'hui, ça râlerait de tous les côtés. Donc Lug a spoilé les lecteurs dans Strange numéro 100. Dans ce Strange 104, bah, il découvre que, en fait, effectivement, Gwen Stacy va mourir. Et quand on regardera les numéros suivants, le courrier des Stranges suivant, on constate qu'il n'y a pas énormément de réactions dans le courrier des lecteurs. Je reviens sur ce Strange 104 et je fais tout de suite un saut au courrier des fans de Strange. Vous avez un lecteur qui râle parce que, ben, en fait, Gwen Stacy va mourir, etc., etc. Et bah, Luc donne une explication, hein, que oui, il y a des fans qui ont râlé contre la mort de Gwen Stacy. Nous aussi avons été choqués et attristés car nous pensons qu'elle forme avec Peter un couple très attachant. Mais la vie est ainsi, un jour ou l'autre, la mort peut nous séparer de ceux qui nous aimons et cela nous paraît toujours injuste. Il faut prendre cette histoire comme un symbole de la destinée humaine. Chacun de nous traverse un jour ou l'autre des périodes difficiles, mais il faut savoir les surmonter. Les super-héros de Stanley sont différents des autres parce qu'ils ont un côté humain qui les rend très attachants, mais c'est aussi pour cela qu'ils vivent des drames qui bouleversent leur existence. Bon, l'explication est plutôt bien trouvée. Rappelons quand même qu'ils sont censés s'adresser à des enfants ou à des préados, donc il faut quand même essayer un petit peu de donner une bonne raison à cette disparition, et je trouve que c'est plutôt bien vu. Quant au fait qu'ils aient spoilé dans Strange numéro 100 la mort de Gwen Stacy, je crois que c'est dans le courrier des lecteurs du numéro 107, ils expliquent en fait qu'ils ont voulu préparer les lecteurs au choc de ce qui allait arriver. Est-ce qu'ils ont eu raison ou pas? En tout cas, maintenant, ça, on le ferait plus. On ne préviendrait plus de la mort de Gwen Stacy. Bon, regardons un petit peu en détail maintenant ce Strange, enfin cet épisode de l'araignée, pour voir de quoi il en retourne. On démarre avec Harry Osborn qui est au plus mal. Rappelons il a pris une drogue, ça va pas. Il y a comment dire le père de Harry, Norman, qui a fait venir le médecin de famille pour éviter d'avoir à subir le comment dire les foudres de la presse et les on-dit et les candidatons, parce que si son fils drogué va à l'hôpital, ça va finir par se savoir. Donc il est soigné à domicile. Et vous avez Gwen Stacy, Mary Jane et Peter Parker qui viennent à son chevet pour essayer de lui apporter du soutien, mais très vite, en fait, ils sont repoussés par Norman Osborn. Décidément, j'y arriverai jamais. Ils sont repoussés par Norman Osborn, qui les fout dehors, prétextant que si Harry ne va pas bien, eh bien en fait, il a été obligé de prendre de la drogue, c'est tout simplement à cause d'eux. C'est rigolo dans Strange, dans la traduction, ils mettent Harry est malade, tout ce qui vous arrive, c'est votre faute. Bon, Harry malade, ok, mais alors comment il a pu choper une maladie? Comment ça se fait qu'ils n'emploient pas le mot drogue? Évidemment, les éditions Luc devaient être un petit peu embêtés. Moi, j'ai un pote qui me disait que quand il l'avait lu quand il était gamin, il n'avait pas compris en fait, mais que voilà, mais pourquoi Harry est malade en fait? C'était un peu bizarre. Donc toujours est-il que Norman Osborn s'énerve grave, il fout tout le monde dehors, évidemment tout le monde est triste, mais les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la famille Osborn, puisque Norman apprend que ses actions sont en chute libre, et donc tout ça euh, crée en fait une situation assez insoutenable pour Norman Osborn, qui va en fait commencer à perdre complètement les pédales et il va commencer à avoir des hallucinations. Et rappelez-vous, en fait, il avait refoulé son identité du bouffon vert et là, bah, tout lui revient en mémoire. Le fait que son ennemi c'est Peter Parker, le fait que Peter Parker soit donc Spider-Man, qu'il est avec Gwen Stacy et il décide donc de se venger tout simplement de Peter Parker. Alors Peter Parker, lui, de son côté, il n'est pas super en forme non plus parce qu'il revient du Canada où il a été faire un petit reportage pour le quotidien. Et évidemment, il est pas très très en forme, il n'arrête pas de tousser. En fait, il a la crève, ce qui va peut-être expliquer ce qui se passera par la suite. Il est vraiment pas bien du tout.
Et c'est dommage parce que il va avoir fort à faire. En effet, très rapidement, on découvre que le Bouffon Vert se rend directement chez Gwen Stacy et il doit lui faire quelque chose de pas très sympathique puisque quand Spider-Man lui arrive dans l'appartement de Gwen Stacy, il tombe sur une citrouille qui lui indique donc que son ennemi de toujours, le Bouffon, est donc passé par là. Et comment dire, euh, Peter Parker va donc chercher le Bouffon et ça l'amène vers, alors je cite le texte de Strange, vers le pont de George Washington. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est pas le pont de George Washington, c'est le pont de Brooklyn. Et dans la VO, c'est aussi le pont de George Washington. Et ils corrigeront après dans des TPB. C'était une petite erreur des scénaristes. Et, mais que Lug à l'époque a passé, hein, parce que évidemment, je pense que personne n'a été vérifié. Bon, ce pont de Brooklyn ou de George Washington, eh bien, qu'est-ce qui va s'y passer? Bah, c'est cette terrible scène, c'est l'affrontement entre le Bouffon Vert et Spider-Man, et Gwen Stacy qui est en haut d'un des, ouais, je vais pas dire pylônes, mais une des structures qui soutient le pont. Il y a donc baston entre Spider-Man qui est pas bien et le Bouffon Vert. Et à un moment, là où le Bouffon Vert, on pense qu'il est vaincu, en fait, non, il revient et il jette tout simplement Gwen Stacy dans l'eau. Et c'est là, donc, il y a cette fameuse scène. Peter Parker tisse une toile, attrape Gwen Stacy par les jambes, et là, vous avez le fameux snap, c'est-à-dire qu'en fait, en attrapant Gwen Stacy par les jambes, du fait de la vitesse de la chute de Gwen Stacy, ça lui fait le coup du lapin, et il remonte en fait un corps inerte jusqu'en haut de cette structure, la structure du pont. Il est persuadé à ce moment-là, on le voit bien, hein, c'est terrible. Hein. Enfin, moi je trouve à chaque fois que je le lis, je me dis mais c'est assez épouvantable. En fait, quand il la remonte, il est persuadé qu'elle est encore en vie. Comme il dit, un pouvoir d'araignée, je vous adore. Non seulement je suis le plus fougueux des héros, mais aussi le plus doué. Qui d'autre aurait pu sauver une fille d'une mort certaine? Et là, il s'arrête et il constate que Gwen Stacy ne répond pas. Et c'est là qu'il constate que, en fait, bah oui, sa copine est morte. Et il le comprend là, cette fois-ci, assez vite. Et bah, la remarque du Bouffon qui suit est d'autant plus cinglante puisqu'il lui dit romantique idiot, elle était morte avant que la tatouage ne la rattrape. Alors, il lui dit de cette hauteur, la chute est toujours fatale même si on ne fera pas le sol. Alors, c'est un peu curieux parce que on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Est-ce que quand il lui dit elle était morte avant que ta toile ne la rattrape, est-ce qu'il est en train de lui dire en fait qu'elle était déjà morte, hein, parce qu'elle était inconsciente lorsqu'il l'a jetée? Ou bien est-ce que c'est réellement Spider-Man qui la tue indirectement à cause du coup du lapin? Euh, L'histoire sera jamais totalement élucidée. Alors, je crois que quand même Stanley avait expliqué que c'était l'histoire du coup du lapin du Snap qui fait décéder Gwen Stacy. Et nous avons cette dernière page absolument terrible où vous avez Spider-Man qui tient le corps inerte de Gwen Stacy entre ses bras et qui lève le poing vers le ciel, vers le Bouffon, en lui disant tu vas payer, maudit, je me vengerai, Bouffon, tu ne m'échapperas pas, et quand tu m'imploreras d'en finir, je te rappellerai ceci, tu as tué la femme que j'aime, aussi tu vas mourir. La fin est absolument dramatique, et là où c'est un peu particulier, c'est, vous savez, on est dans cette époque où Spider-Man aime beaucoup en fait chambrer ses adversaires, avoir un bon mot, avoir un mot drôle, etc. Et là, on n'est plus dans quelque chose de drôle. Et dans l'épisode suivant, il n'y aura pas une ligne marrante de Spider-Man. Donc il y a vraiment une tonalité assez différente dans ce double épisode qui insiste sur le côté dramatique de l'épisode. Moi, j'aurais voulu être à l'époque le lire en VO mensuel et m'arrêter sur cette splash page avec Spider-Man qui maudit son adversaire en me disant mais alors l'épisode suivant elle revient, c'était un clone, c'était enfin voilà, parce que clairement je pense que aux États-Unis quand l'épisode sort, vous avez des gens qui n'y croient pas hein, à la mort de Gwen Stacy. Alors il s'était passé quelque chose d'assez rigolo, c'est que sur la couverture VO de cet épisode, on promettait la mort d'un personnage. Je suis en train de me la chercher sur ordinateur pour revoir ça bien, pour m'assurer que je me trompe pas. En fait, oui, la couverture VO promettait la mort d'un personnage. Et au début de l'épisode, et c'est repris, l'astuce est reprise dans ce numéro, ils vous disent, nous pourrions, au tout début de l'épisode, donc ils vous disent, nous pourrions dire bien des choses sur cet épisode, mais nous ne le ferons pas. Quant à son titre, nous préférons le taire provisoirement, mais soyez sûr que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Et dans la dernière case, vous avez donc l'explication, hein, la narration revient sur ça. Nous pouvons enfin vous révéler le titre de cet épisode, titre que nous aurions préféré ne jamais voir imprimé. Ce titre, c'est La nuit où Gwen Stacy est morte. Cela augmente évidemment terriblement le côté dramatique de ce passage. En France, les lecteurs ont eu de la chance. Ils ont pu lire la suite
tout de suite. Ils n'ont pas eu à attendre une trentaine de jours pour lire. Parce que nous enchaînons immédiatement avec l'épisode 122, qui va s'avérer lui aussi dramatique. Alors il démarre par une splash page qui est devenue totalement iconique, avec là cette fois-ci Spider-Man qui tient le corps dans ses bras de Gwen Stacy, avec le bouffon autour qui est en train de le chambrer et de se moquer de lui. Et là, bon, comme je le disais, Spider-Man ça rigole plus, c'est-à-dire que ça bastonne, donc c'est à nouveau la bagarre, c'est à nouveau la baston. Et bon, comme Spider-Man n'est pas forcément non plus très très en forme, il ne réussit pas forcément à retenir le bouffon vert qui s'enfuit. Et évidemment, comme il n'a pas de bol, mais ça fait partie du plaisir aussi de lire des épisodes de Spider-Man, en plus, nous avons la presse qui déboule et qui insinue en fait que Spider-Man est l'assassin de Gwen Stacy. Et nous avons ce terrible passage où en fait il parle à Gwen, il lui dit Gwen, mon amour, ne t'inquiète pas, je les empêcherai de te faire du mal, tout ira bien comme avant. C'est assez dramatique, quoi, enfin, quand même, ce passage. Vraiment, le scénario emploie toutes les méthodes pour nous tirer une larme. On a droit ensuite à une autre splash page, voire une double splash page, où nous avons les moments importants de la vie de Gwen Stacy avec Peter Parker. Et ce passage terrible où on met Gwen Stacy sur une civière. Et évidemment, hein, comme on est avec un personnage qui adore quelque part, qui prend facilement le manteau du martyr, la scène se conclut avec Gwen Stacy sur une civière et l'araignée qui dit c'est l'araignée qui l'a tué. Bon, pas tout à fait quand même, hein, voilà, il a quand même essayé de la sauver. Indirectement, il l'a peut-être tuée en lui lançant cette toile et parce que, comment dire, il n'a pas réussi à l'attraper comme il fallait, mais il n'empêche que c'est quand même bien le bouffon le responsable. Bon là, Peter Parker est totalement traumatisé par ce qui se passe. Il se rend chez les Osborn pour discutailler avec Harry, qui lui est complètement dans le délire. Évidemment, on sent bien que là tout est tendu. Il va ensuite se rendre, comment dire, au Daily Bugle où il explique ce qui s'est passé à Robertson, comment dire, qui se montre très très compatissant envers Spider-Man. Et là, vous avez J. Jonah Jameson qui tombe comment dire, sur les deux en train de discuter. Et comme on se doute bien que J. Jonah Jameson va profiter de l'occasion pour dire bah oui, j'avais bien dit, c'est un meurtrier, etc. Là, on a aussi ce passage iconique où Spider-Man lance une toile qui, comment dire, s'enroule autour de la bouche de J. Jonah Jameson pour lui couper son caquet et comment dire, lui le faire taire. Vraiment, hein, on est dans des scènes qui sont d'une réelle intensité, même des dizaines d'années plus tard, ça fonctionne super bien, quoi, parce que Jill Kane joue super bien le coup, Jerry Conway écrit des dialogues qui sont ciselés, qui sont absolument impeccables. On retrouve Norman Osborn dans son repère du super bouffon. Alors il est complètement dans le délire. Et là, en fait, comment après avoir mené l'enquête, Spider-Man trouve l'endroit où se trouve comment dire, ce repère, et ça va donc être l'affrontement entre Spider-Man et Norman Osborn, un affrontement absolument mythique qui va venir conclure tout un run en fait, et c'est un affrontement qui va se terminer par le décès de Norman Osborn. Alors ça se fait de manière un peu particulière, c'est-à-dire que à un moment donné, Norman, après avoir pris un coup de pied, un énorme coup de latte par l'araignée, il chute de son planeur. Euh, euh, comment dire Spider-Man fout un coup de pied sur le planeur pour le dégager. Non, le bouffon vert lui dit t'as saboté mon engin, il continue à main nue, etc., etc. Et là, le planeur qu'on pensait être un peu perdu dans la nature, il finit par revenir. Et Norman Osborn se rend compte un peu en mode boomerang, et Norman Osborn se dit bah en fait il va venir poignarder entre guillemets Spider-Man dans le dos. Et le sens d'araignée de Spider-Man lui permet d'éviter le planeur qui va venir s'enfoncer dans la poitrine de Norman Osborn et carrément le punaiser sur le mur. Et là, c'est terminé. Nous avons le cadavre de Norman Osborn qui glisse le long du mur, qui s'affale par terre. Et comme dit Spider-Man, il est mort. Bizarre, ça ne m'apporte aucun soulagement. Une mort, même celle du bouffon, c'est tout de même quelque chose. Or, ce n'est qu'un accident, un stupide accident, et pourtant cette mort doit avoir un sens, ou alors c'est la vie qui n'en a pas. Mais je pensais que la mort du bouffon me consolerait un peu de celle de Gwen. Mais en réalité, je ressens surtout un grand vide et je suis plus seul que jamais. Et là, on a une dernière petite case sur cette planche qui nous indique que quelqu'un a assisté à la scène. On ne saura
évidemment un petit peu plus par la suite, mais ne brisons pas le suspense. Moi, je suis assez pressé en fait d'aller jusqu'à la dernière planche de cet épisode dans l'épilogue, où en fait, comment dire, nous nous trouvons dans l'appartement que partagent Peter Parker et Harry Osborn, et vous avez Mary Jane qui l'attend. Et là, en fait, ben, évidemment, Mary Jane a appris pour Gwen, elle est bouleversée. Peter Parker s'effondre en larmes et en fait, il se venge sur, il se défoule sur Mary Jane en lui disant mais de toute façon, même la mort de ta mère te laisse indifférente, tu te fiches bien de moi et Gwen, allez va-t'en, je sais combien tu as horreur des drames et je m'en voudrais d'entamer ta bonne humeur. Donc il l'envoie carrément bouler la pauvre Mary Jane et là il se passe quelque chose de formidable je trouve dans ce comic. Il n'y a plus un seul mot, plus une seule parole, elle se dirige vers la porte pour partir et en fait là où on pense qu'elle va s'en aller parce que bah, elle a toujours été présentée comme quelqu'un d'un peu frivole, etc., et ben en fait elle va refermer la porte et la dernière case de cette planche se termine par Mary Jane qui regarde Peter Parker et qui claque la porte en faisant un clic, la porte se referme et elle reste et ça préfigure évidemment tout ce qui suivra par la suite. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un changement, dans une bascule. C'est-à-dire Mary Jane va grandir entre guillemets dans cette, à travers cet épisode et dans les prochains numéros. Et évidemment, ça va préfigurer le début d'une nouvelle relation. Mais cette fin en quoi il y a trois cases où il n'y a pas une seule parole. Je trouve que moi, elle me met les poils à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que quand c'est Jill Ken, je crois, ouais, c'est Jill Ken qui est sur le dessin. Bon, c'est ancré par Romita Senior et Tony Mortellaro, pardon. Ça fonctionne très très bien. C'est absolument sublime. Donc vraiment, si vous n'avez jamais lu ces épisodes, lisez-les, tellement c'est vachement bon. On est vraiment sur le gratin de ce qui se fait dans Spider-Man. Vous retrouvez ces épisodes en fait dans l'intégrale Spider-Man de l'année 73, qui je crois, si je ne dis pas de bêtises, en plus a été réédité il n'y a pas très très longtemps chez Panini. Et donc non, c'est du pur, c'est un pur bonheur quoi. Allez-y, foncez. D'ailleurs même toute cette période est à lire de toute façon parce que elle est mythique. Mais vraiment, waouh, c'est du grand comics quoi. Alors évidemment, on pourrait se dire bon bah quand même Gwen Stacy est morte, mais ça a amené tellement de choses intéressantes par la suite. C'est aussi un des rares personnages qui n'est jamais revenu. C'est-à-dire alors si elle a été ressuscitée, elle a été clonée une fois très brièvement, mais il n'y a jamais eu de tentative de la ramener définitivement. Elle fait partie de ces personnages de comics qui sont morts et qui ne reviennent pas, comme par exemple ben, le oncle Ben ou comme les parents de Batman Bruce Wayne, même si je pense qu'il y a dû y avoir quelques tentatives très brèves, mais en fait jamais ils ne reviennent totalement. Il y aura donc en fait par une modification par la suite, c'est-à-dire Straczynski et Quesada vont modifier quand même un petit peu le contenu de cette histoire que l'on vient de lire, parce qu'ils vont ajouter une histoire de romance entre Gwen Stacy et Norman Osborn, bon, qui n'était pas forcément très joyeuse et enfin très heureuse même, et c'est un peu dommage, mais on peut aussi décider de faire que ça n'existe pas et de se contenter de ces deux magnifiques épisodes fabuleux. Alors après, bah, c'est un peu plus léger, puisque bah, on tombe sur les jeux de l'araignée avec un super dessin, où nous avons comment dire, un jeu où on doit colorier certaines cases pour voir la silhouette d'un personnage et deviner qui est ce super-héros. Spoiler, c'est le surfeur d'argent. Ensuite, nous avons un rédactionnel sur Daredevil, l'homme sans peur, qui est pas très passionnant, pour tout vous dire. C'est un peu bizarre, le texte est pas super, enfin j'ai pas trouvé ça franchement intéressant. Par contre, j'ai bien aimé les deux illustrations, on a des croquis de Wallywood, et ça, pour le coup, c'est plutôt bien vu. Ensuite, nous avons toujours du rédactionnel avec l'histoire de la BD, avec le comic, on mettait pas de S à l'époque, le comic guerrier, et le comic de western, où en quelques paragraphes, on nous explique un petit peu comment dire, ces deux genres différents dans l'histoire des comics. C'est toujours intéressant. Je trouve que c'était pas mal en fait d'avoir finalement ça dans Strange. La page suivante, et on commence à arriver vers la fin, c'est le résultat d'un concours qui a été lancé dans Strange numéro 100, où on demandait en fait aux lecteurs d'inventer des super vilains
originaux. Et là, donc, nous avons des dessins qui sont quand même assez incroyables. On fulgure, une espèce d'homme plante. Nous avons le porc épic, donc qui est évidemment avec plein de pics sur lui, mais qui ressemble plus à une espèce d'adepte de sadomasochisme. C'est un peu bizarre. On a Mémé terrifique, on dirait Tante May façon Dune, enfin façon empereur de Dune. Enfin, c'est un peu bizarre. La super abeille, The Beast, qui n'a rien à voir avec le fauve, mais qui est une nana en bikini qui a des espèces de fleurs à la place des bras. Et puis on a Dragonor, qui est une espèce de super vilain, mi-homme, mi-dragon. Bon, rien d'extraordinaire, mais c'est rigolo de le découvrir là maintenant. La page suivante est consacrée aux résultats des concours, euh, puisque nous avons toute une liste de personnes qui ont gagné, comment dire, euh, ce, ce concours. Et puis, un rédactionnel sur les vaisseaux spatiaux, la bourse aux échanges, parce qu'à l'époque, vous aviez à cette époque-là, hein, comment dire, dans Strange, vous aviez en fait la bourse aux échanges. C'est des propositions de vente et d'échange de numéros. Et on termine par le courrier des fans de Strange. On en a déjà un petit peu parlé dans ce numéro. Il y a un deuxième courrier consacré à un retour d'un lecteur sur le contenu de Strange il adore Daredevil. Il nous parle aussi de Stan Lee et il explique qu'il trouve que les bandes dessinées de Stan Lee ont ceci d'intéressant qu'elles ne sont pas aussi manichéennes qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme il le dit, on n'y retrouve pas en effet l'idéologie dominante et écrasante des États-Unis. Il y a une critique de l'homme en général qu'il n'y a pas dans d'autres BD. Bon, voilà un lecteur qui a bien compris de quoi parlaient donc les BD de super-héros. Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on trouvait en quatrième de couverture de Strange à cette époque? Eh bien, écoutez, une publicité avec quatre publications. Une aventure de l'araignée avec le Spectre, une aventure des 4 Fantastiques avec Panique à New York, une aventure de Conan avec la forteresse de Xapur, et enfin, on faisait la promotion, la réclame de Special Strange numéro 13 avec manifestement Khazar, Zabou et la chose contre un énorme et gros dinosaure. Le tout en couleur, évidemment. Voilà, on a un petit peu fait le tour de ce Strange. On en est à combien de temps? Ouais, on a dépassé la quarantaine de minutes. Il y avait pas mal de choses à dire sur la mort de Gwen Stacy. Encore une fois, si c'est un numéro que vous ne possédez pas, je vous invite vraiment à l'avoir parce que vraiment comme je dis, c'est un épisode, enfin un numéro à marquer d'une pierre blanche. Tellement il y a eu tellement ça a créé en fait la sensation à l'époque où c'est sorti. Voilà, n'hésitez pas à corriger. Non, oui, à me corriger si je fais des erreurs. J'ai vu que certains dans la précédente vidéo n'avaient pas hésité. Au contraire, corrigez-moi quand je dis des conneries. Il vaut mieux plutôt que de laisser les choses telles quelles dans la vidéo. Au moins, c'est bien si s'il y a une précision dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir non plus dans les commentaires. Et je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous donne rendez-vous probablement dimanche prochain pour un nouveau numéro de la bande à Strange. Mais cette fois-ci, je pense qu'on ira dans une autre publication Lug. Allez, je ne dis pas, je n'annonce pas, je ne spoil pas, mais j'ai déjà ma petite idée de ce que je vous réserve pour la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, lisez des comics et surtout, n'oubliez pas de partager votre passion. À très bientôt.